Bonjour, soyez les bienvenus dans Géopolitis. Bien des questions se posent en Syrie après le retrait des Américains et l'offensive militaire déclenchée par la Turquie. Au sommaire, la recomposition des rapports de force en Syrie, qui sont les principaux vainqueurs après le retrait des Américains. Les Kurdes, trahis par Washington, que peuvent-ils encore espérer? Est-ce la fin de tout espoir d'autonomie? Pourquoi la Turquie s'est-elle lancée dans une nouvelle campagne militaire? Nous décrypterons les plans du président Erdogan. Enfin, c'était il y a 20 ans le procès et la condamnation à mort d'Abdullah Öcalan, le chef du Parti des travailleurs du Kurdistan. Si la Russie, la Chine ou même Napoléon Bonaparte veulent aider la Syrie à protéger les Kurdes, qu'ils y aillent. Je leur souhaite plein succès. C'est un tweet de Donald Trump, peu lui importe au fond si les forces kurdes ont sacrifié 11 000 combattants dans la guerre contre l'État islamique. Le président américain a donc décidé de retirer ses forces spéciales stationnées en Syrie. Cette volte-face, ou pour le dire autrement, ce lâchage cynique de l'allié kurde, marque incontestablement un tournant dans les rapports de force et pour la dynamique de guerre en Syrie. Vladimir Poutine apparaît à présent comme le principal maître du jeu avec le président Assad, qui est en passe de reconquérir la totalité du territoire national. Gagnant aussi Erdogan, la Turquie a pu se débarrasser à moindre frais de la pression militaire kurde à la frontière sud du pays. Donald Trump, lui, pourra toujours se féliciter d'avoir liquidé le terroriste le plus recherché au monde. Dans la nuit du 26 octobre, un commando américain parti d'Irak est venu éliminer l'ennemi public numéro 1, Abu Bakr el-Baghdadi. C'est ici, tout au nord de la Syrie, à quelques kilomètres de la frontière turque, que le chef de l'organisation de l'État islamique avait établi son repère. L'opération américaine est une parfaite réussite. He died like a dog. He died like a coward. Baghdadi est mort comme un chien, pavoise Donald Trump le lendemain dans une conférence de presse savamment orchestrée. 3 semaines plus tôt, le président des États-Unis avait sonné l'heure du retrait des troupes au nord de la Syrie, prenant tout le monde de court, même les généraux de son état-major. La Turquie n'attendait que cela pour lancer son armée contre les Kurdes. Seules, privées de soutien américain, les forces kurdes n'ont d'autre choix que de se rallier au régime syrien. Après 9 ans de guerre, c'est un tournant. Jusqu'ici, les Kurdes de Syrie contrôlaient et administraient les territoires en jaune sur cette carte, au nord et à l'est. Tout près de la frontière turque étaient stationnés les 1000 soldats de la force américaine. En gris, les territoires sur lesquels l'État syrien avait rétabli son contrôle, avec évidemment ses alliés russes et iraniens. En bleu, les zones occupées par l'armée turque depuis son offensive de janvier 2018. En vert, au nord-ouest, les derniers bastions islamistes dans la province d'Idlib, combattus par l'armée syrienne et les Russes. Mais reprenons le fil des événements. Après avoir menacé la Turquie de terribles sanctions économiques, Donald Trump a envoyé le vice-président Mike Pence à Ankara pour arracher une cessation des hostilités. De leur côté, Poutine et Erdogan ont discuté durant presque 6 heures pour organiser le repli des combattants kurdes sur une profondeur de 30 km au sud de la frontière turque. Les Russes contrôlent à présent cette zone tampon, la même où étaient stationnées les forces américaines. Et le long de la frontière tout au nord circulent désormais des patrouilles mixtes, russes et turques. Au milieu de ce grand chambardement, le régime de Damas a réinvesti une partie des villes du Kurdistan. Avec le retour de la soldatesque syrienne, c'est un peu le rêve d'une autonomie pour les Kurdes qui s'est envolé en ce mois d'octobre 2019.
Nous n'avions pas le choix, explique un commandant kurde. Survivre avec Bachar ou mourir avec Erdogan. Bonjour Ariel Mourzon. Bonjour Marcel Mion. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Géopolitis. Vous travaillez sur la Turquie depuis 20 ans, vous avez été correspondante, vous avez publié au début de l'année Turquie, l'heure de vérité. C'est Turquie qui s'est engagée dans une nouvelle offensive en Syrie, début du mois d'octobre. Est-ce que le retrait des troupes américaines a été le feu vert donné à cette opération? Absolument, par Trump lui-même. Ce qui pose des questions sur les relations entre Recep Tayyip Erdogan et Donald Trump, qui ne sont peut-être pas si mauvaises que ça. Même s'il y a eu vraiment une montée, une bronca des Républicains qui a sans doute un peu étonné Trump, les Républicains s'étant vraiment opposés et furieux de ce... Oui, certains même criaient à la trahison de la part des États-Unis. Absolument. Alors, il faut savoir qu'il y a sans doute des intérêts, on parle beaucoup des intérêts qui peuvent unir la famille Trump et la famille Erdogan. Il y a quelque chose à creuser là-dessus, mais voilà, c'est... Vous allez creuser peut-être. Cette offensive, avec quel objectif? Alors militaire, bien sûr, défaire les forces kurdes en Syrie, mais pas seulement. Pas seulement. Il y a aussi... Alors, officiellement, c'était pour dégager une grande zone, une zone tampon à la frontière turque, au nord de la Syrie, ce que réclamait le gouvernement turc depuis très longtemps. Cette zone tampon serait pour y déplacer 1 million, 2 millions de réfugiés syriens. Vous savez qu'il y en a quasiment 4 millions en Turquie. Le second événement, c'était effectivement la seconde justification, c'est effectivement de repousser ces Kurdes autonomistes, autonomistes kurdes syriens, loin de la frontière, ces Kurdes autonomistes qui ont des liens très étroits avec les Kurdes autonomistes de Turquie, du PKK, et qui, effectivement, pour la Turquie, est à leurs yeux une menace de sécurité, mais aussi idéologique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y avait une entité kurde autonome au nord de la Syrie, ils avaient très peur qu'elle fasse contagion du côté turc et qu'il y ait aussi volonté de faire une zone autonome kurde en Turquie. Et donc, pour réaliser cela, le projet, c'est donc de relocaliser des réfugiés syriens dans cette région nord. Le message d'Erdogan, c'est de dire « laissez-moi faire ça », je caricature exprès, mais c'est « laissez-moi faire cela ou sinon je vous les envoie en Europe ». Alors, c'est vrai qu'il y a une instrumentalisation des réfugiés, mais il ne faut jamais, et avec Erdogan en particulier, oublier le défi de politique intérieure. Parce qu'il faut savoir que la victoire de l'opposition lors des municipales en mars, il y a eu un certain nombre de villes turques qui ont basculé. Elle s'est faite aussi sur le problème des réfugiés. 80% au moins de la population turque ne veulent plus des réfugiés. Et on trouve la seconde raison de cette opération. C'est aussi une opération de politique intérieure. Alors effectivement, il joue de ça avec l'Europe, mais il faut faire très attention avec Erdogan, il surjoue un petit peu toujours. Puis le message est aussi à l'attention de son électorat qui s'effrite en Turquie. Et puis il y a un autre levier aux mains d'Erdogan, ce sont ces prisonniers soupçonnés ou ayant appartenu à l'État islamique, qu'Erdogan maintenant, à grand renfort de publicité, annonce vouloir renvoyer en Europe. On sait combien sont détenus par les autorités turques? Alors, eux disent qu'ils en ont 1200 détenus actuellement. On parle de combattants, on parle de familles de combattants. C'est exactement, vous posez la bonne question, c'est là où c'est très compliqué. C'est là où, si vous voulez, normalement, la politique des gouvernements occidentaux, c'est de dire tout ce qui est combattant reste en Syrie et les femmes, les enfants, on regarde au cas par cas. Et la Suisse, c'est la même chose. C'est longtemps ce qu'elle a fait, enfin c'est ce qu'elle fait, on regarde au cas par cas et éventuellement, on autorise ces familles et les enfants à revenir. Donc quand on parle des 1200, c'est combattants et familles. Voilà. Pour mener cette opération en octobre, l'armée turque s'est appuyée au sol sur des unités combattantes rassemblées sous la bannière Armée nationale syrienne. Ces unités, certains groupes sont accusés désormais de graves exactions, de crimes de guerre. Qui sont ces fantassins au service de l'armée turque? Alors, effectivement, Erdogan a dit « moi, je vais recycler tous les rebelles, mais aussi, en fait, les djihadistes, tous ceux qui étaient opposés à Assad. » Je m'engage. Donc il y a des anciens d'Al-Nosra, il y a même d'anciens de l'EI peut-être. Absolument, oui. Absolument, qui étaient dans la poche d'Idlib, si vous voulez. Ouais. Donc l'idée du gouvernement turc, et il l'a proposé, ça a été accepté par Poutine, ça a été accepté par un certain nombre c'est de les recycler. Pour cela, il a investi de l'argent, les a entraînés, enfin même les uniformes, etc.
il y avait même, si vous voulez, il y a une paramilitarisation du gouvernement turc actuellement, ce qui a permis à un ancien officier turc de prendre en charge cette formation, cette opération de recyclage, si vous voulez, de ces rebelles. Le problème, c'est que on a pu voir qu'il y avait quand même un certain nombre d'exactions qui avaient été perpétrées par cette armée, et elle inquiète en particulier beaucoup, vous en parliez, de tous les réfugiés syriens qui pourraient éventuellement être tentés de revenir au nord de la Syrie. Alors, rapidement, bon, il y a eu au cours de ce mois d'octobre l'élimination spectaculaire d'El-Baghdadi. Comment on a vécu cela? Qu'est-ce qu'on en a dit en Turquie? C'était un camouflet. Parce que Baghdadi était à 5 km de la frontière. Les services secrets turcs? Alors ça, on sait... Voilà, vous savez rien. Si vous voulez, tous les pro-syriens, pro-Damas, pro-Assad disent, en fait, Erdogan, évidemment, savait. C'est plus compliqué que ça. Ce qui paraît compliqué, c'est que les alliés, ou en tout cas justement ces mouvements djihadistes qui sont un petit peu sous la protection d'Erdogan au nord de la Syrie, ne le savaient pas. Ça paraît difficile. Ils n'ont peut-être pas fait passer le message. Bon, le camouflet, c'est qu'en plus, si vous voulez, les Américains, qui sont quand même alliés de la Turquie dans l'OTAN, n'ont pas lancé leur opération à partir de la base d'Incirlik, qui est la base américaine en Turquie, mais ils sont partis d'Irak. Donc ça, c'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long de partir d'Irak. Ça, c'est un camouflet. Et ce qu'on voit depuis cette opération de Baghdadi, c'est une volonté du gouvernement turc de montrer qu'eux aussi, ils font leur boulot vis-à-vis de Daesh. Et effectivement, ils ont arrêté une série de personnes en Syrie, au nord de la Syrie, de la famille de Baghdadi. Ils ont fait un certain nombre d'arrestations sur le terrain. Là, je reviens de Turquie. Effectivement, là, il y a eu 2 ou 3 grosses opérations d'arrestation de djihadistes. Alors, les grands perdants en l'état de ces événements d'octobre, ce sont les Kurdes syriens qui, sans doute, devront renoncer à leur projet d'autonomie. Une fois plus, on pourrait dire qu'ils sont les victimes cruelles de l'histoire. C'est un sujet de Mélanie Ohayon, Guillaume Fiali pour le montage et Sébastien Espinosa, graphisme. Depuis le début de l'offensive turque en Syrie le 9 octobre, plus de 300 000 personnes ont déjà fui les combats et les bombardements, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ces familles sont en majorité des Kurdes. En Syrie, ils sont plus de 3 millions, 15% de la population actuelle, à vivre surtout au nord de la Syrie. Mais le peuple kurde s'étend bien au-delà de la Syrie sur ce territoire grand comme la France, principalement réparti sur 4 États. Ils sont 8,5 millions en Irak, 27% de la population, 12 millions en Iran, et puis la plus grande communauté en Turquie, 20 millions, c'est un quart de la population. Des minorités sont aussi présentes au Turkménistan, en Azerbaïdjan, en Arménie, en Géorgie. En Europe occidentale, la diaspora est estimée à 1,5 million. Au total, 45 millions de Kurdes dans le monde. C'est le plus grand peuple sans État. Au cours de l'histoire, les Kurdes ont plusieurs fois tenté d'obtenir leur indépendance. En 1920, à l'issue de la Première Guerre mondiale, le traité de Sèvres prévoyait la création d'un État kurde sur les terres de l'actuelle Turquie. Mais 3 ans plus tard, le traité de Lausanne balaye les espoirs d'indépendance. En Iran, nouvelle tentative en 1946, l'éphémère république de Mahabad est écrasée par les soldats du Shah. À l'arrivée au pouvoir des ayatollahs, une nouvelle vague de répression fait 40 000 morts, plus de 200 villages kurdes sont détruits. Aujourd'hui, la communauté kurde bénéficie d'une tolérance toute relative de Téhéran. Tout désir d'autonomie reste sévèrement réprimé par le régime. En Irak, on se souvient des terribles images de Halabja. En mars 1988, 5000 Kurdes gazés en quelques jours par l'armée de Saddam Hussein. Après la chute du régime, les Kurdes obtiennent la reconnaissance de leur autonomie. Le Kurdistan irakien entre officiellement dans la Constitution en 2005. Mais c'est en Turquie que la question kurde reste la plus conflictuelle. 45 000 morts depuis 1984, des milliers de villages rasés. Cela fait 35 ans que le régime d'Ankara et le PKK sont entrés en guerre. Le Parti des travailleurs du Kurdistan est considéré comme une organisation terroriste par le régime, mais aussi par les États-Unis et l'Union européenne.
Encore en 2015, le conflit entre dans une nouvelle phase particulièrement meurtrière au cœur des villes. Le PKK a revendiqué toute une série d'attentats. Face à un président Erdogan, toujours plus autoritaire, fermement décidé à écraser la rébellion. Ariane, quelle est la situation maintenant dans le Kurdistan turc et pourquoi les Kurdes d'Anatolie n'ont pas bougé lorsque l'armée turque a attaqué leurs cousins en Syrie? Ils sont assommés. Ils sont assommés pour deux raisons. D'abord, effectivement, le rêve kurde autonomiste. On parle bien des Kurdes autonomistes qui sont dans le sud-est de la Turquie, proches du PKK ou proches du Parti démocratique des peuples, qui est le HDP. Donc ces Kurdes-là ont vu quand même ce rêve d'une entité kurde qui s'est effacée. Par exemple, Kobané, cette ville Kobané qu'on connaissait, où beaucoup de Kurdes de Turquie s'étaient rassemblés pour aider, le drapeau de Kurdes a été baissé. Maintenant, ce sont les Russes qui sont là. Et donc, si vous voulez, ils sont assommés pour ça. Ils sont assommés pour une seconde raison. Ils sont assommés aussi parce que leur représentation politique, c'était parti du Parti démocratique des peuples, qui avait donc beaucoup de maires, de députés, qui s'est quand même installé depuis 2012. Il a été créé en 2012, qui s'est installé dans le paysage politique, subit une répression terrible, avec destitution des maires, remplacement des maires par des administrateurs, non pas par des élus, mais par des administrateurs. Et puis, dernier point, il n'y a pas tellement de choses qui peuvent se passer au sud-est de la Turquie sans le feu vert du PKK. Et actuellement, ce n'est pas l'intérêt du PKK qui est dans la direction du PKK et dans le nord de l'Irak, ce n'est pas l'intérêt du PKK de refaire des affrontements avec l'État turc. Il y en a eu en 2015, ça s'est terminé extrêmement mal avec beaucoup de morts. Et là, pour l'instant, l'opinion internationale est plutôt avec les Kurdes autonomistes, avec le PKK, avec les IPG syriens. Donc, c'est profil bas. Politiquement, les Kurdes de Turquie et les Kurdes de Syrie, ils sont sur la même longueur d'onde? Oui. Alors, si vous voulez, leur homme est Öcalan, aussi pour les Kurdes syriens. Ils ont un programme qui s'appelle, un projet qui s'appelle le confédéralisme démocratique. Enfin, c'est plutôt avec un mélange d'écologie, un mélange d'égalité, d'autogestion, voilà. Aussi. Alors, d'égalité, ça, c'est la grande force, si vous voulez. Et un certain laïcisme. Voilà. Donc ça, c'est aussi ce qui fait leur image très positive dans la communauté internationale. Donc, effectivement, il y a tout à fait un voisinage. Il y a aussi, sur le plan militaire, les IPG n'étaient rien au départ. Ce n'étaient pas des combattants. Les combattants, c'était les Kurdes du PKK avec une longue expérience. Avec une longue expérience, absolument. D'ailleurs, on a vu au début, dans les premières années, des affrontements entre Daesh et les IPG, mais ceux qui était la structure, l'armature des combattants kurdes syriens, c'était les combattants kurdes de Turquie. D'ailleurs, quand on regardait les statistiques, au départ, c'était majoritairement des Kurdes du PKK, des Kurdes de Turquie qui mouraient face à Daesh au départ. Alors, on fait un retour rapide en arrière sur l'histoire. Il y a eu, au moment de la prise de pouvoir Erdogan, lorsqu'il était Premier ministre, l'ouverture de discussions avec les Kurdes. Oui. Et même avec leur leader, Öcalan. Pourquoi tout s'est brutalement arrêté? Alors, c'était les services secrets que Erdogan avait envoyés. Pour plein de raisons. La première, c'est Erdogan n'est sans doute ni un Frédéric de Klerk, pour parler de l'Afrique du Sud, il y avait eu des négociations, ni un Rabin et Pérez, même si les négociations ont raté, il n'a peut-être pas eu ce talent-là de proposer assez pour que ça soit accepté, Voilà, ça c'est le premier plan. Ensuite, il avait énormément d'ennemis à l'intérieur. Les islamistes ou les islamiques rivaux, qui c'était le mouvement Gülen, étaient très opposés à ces négociations. Donc ça, c'est, si vous voulez, j'allais dire, le contexte intérieur. Le contexte intérieur. Ouais. Bon, ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il a changé d'alliance, justement à cause de sa rivalité avec les autres, l'autre camp, au sein du camp islamique. Il a changé d'alliance avec des nationalistes, des ultranationalistes, qui, eux, sont très anti-PKK, en très haute négociation avec le PKK. On se rappelle de l'été 2015 qui a été terrible, avec des affrontements dans le sud-est de la Turquie, et beaucoup de morts et beaucoup de déplacés. Ce sera ma dernière question, c'est celle qu'on se posait aussi au début de l'émission. Est-ce que les Kurdes de Syrie, qui ont été les héros de la guerre contre Daesh, est-ce qu'ils ont aujourd'hui tout perdu? Ils n'ont pas perdu tout parce qu'ils ont encore une très bonne image sur le plan
public relations, si je puis dire. Ils ont gagné l'opinion publique internationale. Ils se sont battus contre Daesh. Et puis, dans ce Proche-Orient qui est si compliqué, où la condition des femmes n'est pas extraordinaire, où il y a quand même beaucoup de résurgences religieuses fondamentalistes, ils se présentent comme un mouvement laïque, égalitaire pour les femmes et les hommes, ce qui est vrai. Je veux dire, on peut dire beaucoup de choses sur le PKK, on peut dire beaucoup de choses sur Öcalan, mais il a réussi ça, c'est-à-dire effectivement à promouvoir une certaine autonomie des femmes et une certaine égalité des femmes. Merci Ariane, on terminera sur cette note optimiste. Vous serez toujours la bienvenue sur le plateau de Géopolitis. Merci Marcel Mion. Dans le chaos provoqué par l'offensive turque au nord de la Syrie, des crimes de guerre ont été commis. Ainsi, les milices islamistes au service d'Ankara ont exécuté froidement la militante kurde Afrin Khalaf, féministe. Elle était l'égérie du parti Avenir de la Syrie. Elle avait 35 ans. 300 000 réfugiés ont fui les violences. Voici le reportage réalisé par Tristan Desser, envoyé spécial de la RTS en Irak, dans le camp de Bardarache. Ils sont chaque jour un peu plus nombreux. 1200 nouveaux arrivants hier soir, 1700 la veille. Plus de 8000 personnes vivent ici aujourd'hui. Le camp était pourtant désert il y a encore quelques jours. Salut, vous avez résolu votre problème d'eau? Il y a une semaine, on était dans l'urgence. Il n'y avait pas toutes ces tentes que vous voyez. Notre gouvernement les a installées très rapidement. Tous les jours, le nombre de réfugiés augmente spectaculairement. Ils ont fui le Kurdistan syrien, bombardé par les Turcs et livré aux milices qui multiplient les atrocités. Marboula est partie de chez elle après un raid de l'aviation turque. Je suis partie avec 2 de mes enfants, mais je ne sais pas où est mon mari et mon autre fils. Nous sommes partis immédiatement. Nous avons tout laissé derrière nous pour sauver nos vies. Hier soir, les présidents russes et turcs ont conclu un accord censé arrêter les combats avec des arrangements géopolitiques où les Kurdes semblent une nouvelle fois sacrifiés. Je pense que personne ne pourra retourner en Syrie. Tout le monde a peur. Personne ne sait ce qui va arriver. Peut-être que la guerre va s'arrêter, peut-être qu'il y aura la paix, personne ne sait. Au milieu du chaos syrien, les Kurdes avaient réussi à se créer une enclave autonome. Après avoir vaincu l'État islamique, ils avaient l'espoir d'y vivre en paix. Tout s'est effondré en seulement quelques jours. Nous avons tout perdu. Quelle est la raison? Pourquoi nous font-ils ça? Qu'avons-nous fait de mal? Nous sommes Kurdes, nous sommes musulmans. Nous sommes plus musulmans que les Turcs. Nous sommes amicaux avec tout le monde. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Il était en Turquie l'homme à abattre. Quelques mois après son arrestation rocambolesque à l'aéroport de Nairobi, Abdullah Öcalan sera jugé et condamné à mort. Voici donc, c'était il y a 20 ans, le procès du chef séparatiste kurde et fondateur du PKK, Abraham Ziyadis, avec Serge Cheruo. Ce mois d'avril 1999, la sentence tombe et n'étonne personne. Abdullah Öcalan, chef du PKK, est condamné à la peine de mort. Depuis sa cage de verre, l'ennemi numéro 1 de la Turquie propose ses bons offices pour mettre fin à la guerre. Rien à faire. Son arrestation rocambolesque, un mois plus tôt à Nairobi au Kenya, et ses images d'exhibition font le tour du monde. Opération des services turcs, de la CIA, coup de main du Mossad israélien. La rumeur est intarissable, le chef de guerre est en cage, et les Kurdes du monde entier laissent exploser leur colère. Beaucoup ont tenté de prendre des otages ou de s'immoler par le feu. Et des vitres de l'ambassade ont volé en éclats sans que les forces de l'ordre n'interviennent. Ils sont prêts à poursuivre leur manifestation jusqu'à la grève de la mort. Là aussi, une femme a voulu mourir pour le chef du PKK. Elle a mis feu à ses vêtements au beau milieu de la foule. S'immoler par le feu, le suicide plutôt que la perte du leader kurde. Pour les sympathisants du PKK, Abdullah Öcalan, c'est Apo, l'oncle, un surnom affectueux qui cache son statut de chef à cette époque. Öcalan est un père, voire un prophète.
La peine de mort d'Apo est commuée en 2002 en détention à perpétuité pour le leader. La Turquie abandonne la peine de mort pour accélérer sa candidature à l'Union européenne. Öcalan est détenu depuis sur une île au large d'Istanbul comme un mort-vivant. Un statut presque fantomatique, un prisonnier emmuré dont le portrait est brandi partout de Turquie en Syrie. Dans quel état réel se trouve le prisonnier? Peu importe. Qu'en pense vraiment Öcalan? Pas de réponse. Il est devenu une icône pour beaucoup de Kurdes, comme l'effigie de leur combat. Si vous souhaitez prolonger cette émission, je vous rappelle le livre de notre invitée Ariane Bonzon, Turquie, l'heure de vérité. C'est paru au début de l'année aux éditions Empreinte, temps présent. À propos du conflit entre l'État turc et le PKK, qui a repris en 2015, l'International Crisis Group propose un dossier très complet avec des statistiques et des graphiques à retrouver donc sur crisisgroup.org. Enfin, cet excellent documentaire sur la chaîne Arte YouTube, Le rêve des Kurdes Rojava, comment sur leur territoire appelé Rojava, les Kurdes de Syrie imaginent ou imaginaient construire une société ouverte et pluraliste où les femmes feraient valoir leurs droits. Extrait. Deniz et Bahar ont le grade de commandant. Elles se sont battues en première ligne sur de nombreux champs de bataille de cette guerre. Dans le civil, Bahar était comédienne. Après la guerre, je voudrais qu'on essaie de changer les mentalités et qu'on continue à développer notre projet dans la société. La semaine prochaine, Géopolitis se demande si nous devons avoir peur de la Chine. Nous recevrons l'ancien ambassadeur de Suisse en Chine et en Corée du Nord, Jean-Jacques de Dardel. D'ici là, excellente semaine à vous tous sur la RTS et TV5 Monde. À bientôt.